Je m'appelle Héloïse Marchand. J'ai 34 ans. Et le matin où ma vie s'est défaite, j'étais assise au bord de mon lit, dans un vieux sweat avec une tache de javel près de l'ourlet, une tasse de café entre les mains, un café que j'avais complètement oublié de boire, en train de faire défiler Instagram sur mon téléphone, à la recherche d'une recette de gratin. C'est comme ça que ça arrive, non? On n'est pas prête. On n'est pas debout devant une fenêtre à regarder la pluie en sentant quelque chose monter. On est juste assise là, dans ses vêtements du samedi, et puis le pouce s'arrête, et le cerveau met à peu près 3 secondes pleines à comprendre ce que les yeux sont déjà en train de voir. Ma robe de mariée, sur ma sœur, sur le compte Instagram secret de mon mari. Je veux que tu comprennes quelque chose avant que je te raconte comment on en est arrivé là. Je veux que tu comprennes ce que cette robe représentait pour moi. J'avais économisé pendant 14 mois. Je l'avais choisie seule parce que je ne faisais confiance à personne pour ne pas avoir un avis qui m'aurait fait douter du mien. Elle avait une rangée de petits boutons en satin dans le dos, 31, je les avais comptés un jour. Et le matin de mon mariage, j'étais debout dans la salle de bain d'un hôtel à Annecy, au bord du lac, et j'ai fermé chaque bouton moi-même, parce que la demoiselle d'honneur qui devait m'aider avait trop dormi. Je ne l'ai dit à personne. J'ai juste fait ce qu'il y avait à faire, et puis j'ai marché dans l'allée, et je me suis dit, je sais faire les choses difficiles toute seule. J'ai toujours su. Ce matin-là, je ne savais pas encore que j'avais raison d'une manière à laquelle je n'étais pas prête. Avant d'aller plus loin, si tu viens de sentir quelque chose bouger dans ta poitrine, si tu te penches déjà un peu vers l'écran, s'il te plaît, mets un like sur cette vidéo et abonne-toi pour ne pas manquer la suite de cette histoire. Et partage-la avec quelqu'un qui en a besoin, parce que je crois qu'on est beaucoup à avoir confié quelque chose de précieux à une personne en qui on avait confiance, pour découvrir trop tard ce qu'elle en avait fait. Laisse un commentaire et dis-moi d'où tu regardes et quelle heure il est chez toi. Je veux vraiment savoir. Maintenant, laisse-moi te ramener au début. J'ai grandi à Villeurbanne, dans la banlieue de Lyon, dans un appartement où l'amour était réel, mais où les ressources émotionnelles, je veux dire, étaient rationnées sans que personne ne le fasse exprès. Mon père était routier longue distance. Il faisait les axes Lyon-Barcelone, Lyon-Rotterdam. Il était parti plus souvent qu'il n'était là. Ma mère tenait tout debout avec 2 emplois, aide-soignante de nuit à l'hôpital Édouard Herriot et femme de ménage le matin dans des bureaux du quartier de la Pardieu, et une obstination que je reconnais maintenant comme de la survie. On était 2, moi et ma sœur Oriane, 4 ans de moins. Voilà le truc quand on est l'aîné dans une maison comme ça. On devient fiable si jeune que tout le monde cesse de remarquer quand on a besoin de quelque chose. Je ne dis pas ça avec amertume, c'est juste vrai. Oriane était la petite, la plus douce, celle qui pouvait pleurer et voir quelqu'un accourir. Moi, j'étais celle qui avait déjà réglé le problème avant que qui que ce soit pense à vérifier si j'allais bien. Ma mère m'aimait complètement, je le sais, mais elle dépensait sa douceur pour Oriane parce qu'Oriane la demandait, et je ne demandais jamais, parce que j'avais appris très tôt que demander ressemblait à de la faiblesse. Quand j'avais 11 ans, j'avais une audition de chorale au conservatoire du 3e arrondissement. J'avais répété pendant 3 mois. Je connaissais chaque mot de chaque morceau. Mon père avait un trajet Marseille-Anvers qu'il disait ne pas pouvoir refuser. Il n'est pas venu. Ma mère était au premier rang avec Oriane sur ses genoux, et après elle m'a dit que j'étais la meilleure de toutes. Je l'ai cru. Je n'ai jamais oublié non plus qu'elle était la seule de mes parents à m'avoir vue. Je suis devenue quelqu'un qui se présente, pour tout le monde, sans qu'on le demande, sans tenir les comptes, parce que j'avais décidé quelque part dans cet appartement de mon enfance que la manière de compter, c'était d'être indispensable, d'être celle sur qui on peut compter, de ne jamais être celle qui dérange. Et si tu as déjà vécu comme ça, si tu as déjà été la personne facile, la fiable, celle qui tient tout ensemble si silencieusement que personne ne pense à se demander si elle va bien, je crois que tu comprends déjà quelque chose de ce qui arrive. Parce que voilà ce que j'ai appris. Quand on se rend disponible à ce point,
Certaines personnes nous aiment pour ça, et d'autres s'en servent. Je me suis payé mes études à Lyon 2 en 6 ans au lieu de 5, parce que je devais travailler la nuit à la réception d'un hôtel Ibis, près de la gare de Perrache, pour couvrir ce que la bourse du Crous ne couvrait pas. J'ai étudié les sciences de l'information et de la communication. J'ai eu mon diplôme sans cérémonie, sans fête, sans que personne en fasse tout un plat, parce qu'à ce stade, tout le monde avait appris qu'Héloïse n'a pas besoin qu'on en fasse tout un plat. Je suis restée à Lyon. J'ai trouvé un poste dans une agence de communication dans le quartier de la Confluence. J'ai gravi les échelons. Je suis devenue quelqu'un avec un titre que j'avais réellement mérité. Rien de tout ça n'est moi en train de te dire que j'ai eu une vie plus dure que les autres. Je te raconte ça pour que quand ce qui suit m'arrive, tu comprennes que je n'étais pas quelqu'un de naïf. J'étais quelqu'un de prudent, de réfléchi et d'autonome depuis toute sa vie adulte. J'ai rencontré Théo à un barbecue chez des amis communs. J'avais 29 ans. Il était charmant de cette manière précise qui se lit comme de la solidité, attentif, bon dans le contact visuel, le genre d'homme qui retient ce qu'on lui dit et qui le ramène plus tard d'une façon qui donne l'impression d'être vu. On est sortis ensemble 3 ans. Il m'a demandé en mariage un mardi soir dans notre propre cuisine. Pas de grands gestes, juste lui qui me regardait de l'autre côté du plan de travail, en disant qu'il voulait faire ça avec moi. J'ai dit oui immédiatement. Je n'ai pas hésité. Il faut que je te dise que mon amie Samira, qui me connaît depuis la 2e année de fac, a dit félicitations quand je l'ai appelée avec la nouvelle, et puis n'a presque rien dit d'autre. J'ai cru qu'elle était juste réservée. Je n'ai pas insisté. Samira est le genre de personne qui a raison sur les choses avant de pouvoir expliquer pourquoi, et j'ai passé beaucoup de temps depuis à repenser à cet appel. Samira Belkacem est ma meilleure amie depuis 12 ans. Elle est compacte et vive dans ses mouvements. Elle a un carré court qu'elle porte depuis que je la connais, et des yeux sombres qui lisent les petits caractères de tout ce qu'on lui dit. Elle est assistante juridique dans un cabinet d'avocats spécialisé en droit de la famille, ce qui semble presque trop pratique maintenant, mais à l'époque c'était juste un fait de sa vie. Elle a grandi à Saint-Étienne, dans une famille bruyante où l'honnêteté était considérée comme une forme d'amour. Elle ne sait pas faire semblant que quelque chose va bien. En 12 ans, elle n'a jamais fait semblant que quelque chose allait bien. La première fois qu'elle a rencontré Théo, elle a été polie, elle lui a serré la main, elle a ri à ses blagues, elle a mangé le dîner qu'il avait préparé avec l'appréciation appropriée. Et puis après, quand on était juste toutes les deux dans ma voiture devant chez elle, elle a dit « Il est très doué pour ça ». J'ai dit « Pourquoi ?» Et elle a dit « Pour être aimé ». J'ai conduit jusqu'à la maison en me disant qu'elle se trompait. J'ai repensé à cette phrase probablement 400 fois depuis octobre. Ma famille a adoré Théo immédiatement et complètement, ce qui aurait dû me dire quelque chose. Parce que l'approbation de ma famille n'a jamais une seule fois correspondu au fait qu'une chose soit réellement bonne pour moi. Oriane surtout. Oriane s'illuminait autour de lui d'une manière que j'ai remarquée, et puis déremarquée, parce qu'elle s'illuminait autour de la plupart des hommes, et que j'avais décidé depuis longtemps que c'était juste sa personnalité. Elle est magnétique. Elle l'a toujours été. Elle traverse les pièces comme si elle savait d'où vient la lumière. Elle m'a appelé 3 semaines avant que tout s'effondre, et elle m'a demandé si elle pouvait emprunter ma robe de mariée. Elle a dit qu'elle voulait l'essayer pour s'inspirer, qu'elle et Maxence devenaient sérieux, et qu'elle commençait à réfléchir à ce qu'elle voulait. Elle l'a dit avec tellement de chaleur, tellement de naturel, avec ce ton précis qu'elle a qui fait que dire oui semble être la chose aimante, et dire non semblerait bizarre. J'ai dit oui sans hésiter. J'ai conduit la robe jusqu'à chez elle dans sa housse. Je l'ai serrée dans mes bras dans l'encadrement de la porte. Je suis rentrée. Et 3 semaines plus tard, j'étais assise au bord de mon lit avec un café froid, et mon pouce s'est arrêté sur un compte que je n'avais jamais vu, et mon cerveau a mis 3 secondes, et puis tout ce sur quoi j'avais construit ma vie d'adulte, le mariage, la confiance, la famille, la croyance que se présenter pour les gens signifiait quelque chose, a commencé, très doucement, à se défaire. Le compte était public,
22 publications. Et sur la troisième photo, ma robe, mes 31 boutons en satin, mes 14 mois d'économie, mon matin solitaire dans une salle de bain d'hôtel à Annecy, étaient sur le corps de ma sœur. Et elle n'était pas seule dans cette pièce. Je suis restée assise longtemps sans bouger. Pas figée, pas exactement, plutôt comme si mon corps avait pris une décision exécutive silencieuse de rester très immobile pendant que mon cerveau rattrapait son retard. Le café était froid dans ma main. La lumière du matin entrait à travers les rideaux de cette façon plate et neutre qu'elle a en octobre, pas chaude, pas dramatique, juste là. J'ai posé la tasse sur la table de nuit et je l'ai centrée soigneusement sur le dessous de verre. Les deux mains, parfaitement centrées. C'est ce que je fais. Quand tout s'effondre, je trouve un petit objet que je peux remettre d'aplomb. J'ai fait défiler le compte lentement. Je me suis forcée à regarder chaque photo. Pas parce que je le voulais, parce que j'avais besoin de savoir exactement ce que j'avais en face de moi avant de dire un mot à qui que ce soit. J'avais appris depuis longtemps qu'entrer dans une situation sans avoir le tableau complet, c'est ce qui fait qu'on finit par avoir l'air d'être le problème. Le compte s'appelait t.garnier.lion, le prénom de Théo, son nom. Public, comme je l'ai dit, ce qui signifie qu'il ne le cachait pas au monde entier, juste à moi. Il y a une humiliation particulière dans ça. L'idée que tous ceux qui le suivaient pouvaient voir ça, et que j'étais la dernière à savoir, parce que j'étais la seule à ne pas avoir regardé. 14 publications avec des personnes dedans. Oriane apparaissait sur 7. Sur certaines, elle riait de quelque chose hors cadre. Sur une, elle regardait directement l'objectif avec une expression que j'avais essayé de nommer dès le premier regard. Je l'ai trouvée à la 4e fois. C'était l'expression de quelqu'un qui se sent complètement à l'aise, comme si elle était exactement là où elle voulait être. Et puis, il y avait les 2 photos avec la main de Théo. L'une sur un rooftop bar du quartier de la Presqu'île, sa main sur l'épaule d'Oriane, les doigts détendus, naturels. L'autre dans une voiture, sa main sur son genou et sa main à elle posée légèrement par-dessus. Les 2 photos étaient cadrées d'une manière qui suggérait que quelqu'un d'autre les avait prises. Quelqu'un savait. Quelqu'un était là. Son alliance était dans les 2 photos. Je reviens sans cesse là-dessus. Pas parce que ça empirait les choses, bien que oui, ça les empirait, mais à cause de ce que ça signifiait. Il ne faisait pas semblant d'être célibataire. Il ne lui racontait pas une version de l'histoire où il était libre. Quelle que soit la nature de tout ça, elle savait qui il était. Et il savait qu'elle savait. Et ils avaient tous les 2 décidé que c'était acceptable. Ma sœur savait qu'il était mon mari. Et elle a enfilé ma robe quand même. J'ai ouvert mes contacts et j'ai fait défiler jusqu'au nom de Samira. Je l'ai appelée. Elle a décroché à la 2e sonnerie. J'ai dit « J'ai besoin que tu viennes ». Elle a dit « C'est grave ?» J'ai dit « Grave ». Elle a dit « 20 minutes ». Elle était là en 22. Je veux te poser une question, et je la pose sincèrement, pas pour remplir l'espace. Quand tu as fait confiance à quelqu'un si complètement que tu n'as même jamais pensé à le questionner, et que tu découvres ensuite que cette confiance était utilisée comme un outil contre toi, qu'il savait à quelle porte frapper parce qu'il savait que tu ouvrirais, qu'est-ce que ça fait dans ton corps? Où tu le ressens? Parce que moi, c'était dans les mains. Un froid qui n'avait rien à voir avec la température de la pièce. Je crois qu'on est beaucoup à avoir eu un moment comme ça, où on réalise que la version de nous-mêmes qu'on a donnée à quelqu'un, la version ouverte, généreuse, je serai toujours là, c'est exactement ce qui nous a rendu facile à trahir. Mets ça dans les commentaires. Dis-moi où tu l'as ressenti, quand quelqu'un en qui tu avais confiance t'a montré qui il était vraiment. Je lis chaque commentaire, chaque fois. Samira est entrée sans frapper. Elle a une clé, depuis 6 ans. Et elle s'est assise à côté de moi sur le canapé, et je lui ai tendu mon téléphone sans rien dire. Elle a fait défiler comme je l'avais fait. Lentement, méthodiquement, sans réagir en surface comme d'autres auraient pu le faire. Elle a regardé chaque photo, et puis elle a posé le téléphone face contre la table basse, et elle m'a regardé.
Tu penses depuis combien de temps? Elle a dit. 8 mois, j'ai dit. Je ne savais pas comment je le savais. Je le savais, c'est tout. Il y avait une qualité dans les photos, leur aisance, leur confort, qui ne ressemblait pas à quelque chose de nouveau. Ça ressemblait à quelque chose d'installé. D'accord, elle a dit. Elle a plongé la main dans son sac cabas en cuir et elle en a sorti un bloc-notes juridique jaune. J'ai failli rire. Je ne l'ai pas fait. Je vais tout capturer en écran avant que tu contactes l'un ou l'autre. Chaque publication, chaque légende, chaque date. Ne retouche pas au compte avant que j'ai fini. J'ai hoché la tête. Et Héloïse? Elle a dit, et elle m'a regardé avec ses yeux sombres qui lisent les petits caractères. Tu n'as pas à décider quoi que ce soit aujourd'hui, sauf ce que tu vas faire dans la prochaine heure. C'est tout. Juste la prochaine heure. La prochaine heure, c'était ça. J'ai appelé Théo en premier. Messagerie. Je n'ai pas laissé de message. Ensuite, j'ai appelé Oriane. Elle a répondu à la deuxième sonnerie. Sa voix était légère, un peu endormie. Oriane du samedi matin, sans armure encore. Ouais, c'est quoi? J'ai besoin de récupérer ma robe, j'ai dit. Un silence, pas long, 2 secondes, peut-être 3. Mais je connaissais Oriane depuis 30 ans, et je connaissais chaque texture de ses silences. Et celui-là n'était pas un silence de confusion, c'était un silence de calcul. Bien sûr, oui, elle a dit. Je comptais te l'apporter cette semaine, Tu vas bien? J'en ai besoin aujourd'hui, Oriane. D'accord, ouais, tu veux que je te l'apporte ou... Je viens la chercher. J'ai conduit jusqu'à son appartement seul. Samira m'a suivi des yeux jusqu'à la porte et j'ai secoué la tête une fois et elle s'est arrêtée. J'avais besoin de faire cette partie seule. Je ne sais pas comment l'expliquer autrement qu'en disant que certaines confrontations sont trop personnelles pour avoir un témoin. Je me suis garée dans la rue et je suis restée dans la voiture, les mains sur le volant, pendant exactement 2 minutes. Je les ai comptées. Puis je suis sortie. Oriane a ouvert la porte avant que je frappe. Elle portait un blazer camel parfaitement coupé sur un top crème en soie. Les cheveux faits. Elle s'était composée entre mon appel et mon arrivée, ce qui signifiait qu'elle savait pourquoi je venais. La robe était accrochée derrière la porte de sa chambre dans sa housse. Je pouvais la voir depuis l'entrée. Elle l'avait déplacée là avant que j'arrive. Elle avait réfléchi à où elle devrait se trouver quand j'entrerais. On s'est assise dans son salon. Je n'ai pas enlevé mon manteau. La conversation était surréelle dans son calme. Aucune de nous deux n'a élevé la voix. Ça rendait les choses presque plus difficiles. Parce qu'il n'y avait pas de chaleur derrière laquelle se cacher, pas de volume pour remplir l'espace où les mots ne fonctionnaient plus. Elle a essayé 4 cadrages. Je les ai comptés aussi. D'abord, c'est pas ce que tu crois. Ensuite, Théo et moi, on a juste eu une connexion qui... Et elle s'est arrêtée. Puis, Héloïse, vous étiez déconnectés depuis des mois, toi et lui. Tu l'as forcément senti, non? Et enfin, celui qui lui a coûté le plus à dire, parce que c'était le plus proche de quelque chose qu'elle croyait réellement. Je pensais pas que tu serais aussi blessée. T'es toujours tellement bien. Tu n'as jamais eu besoin de qui que ce soit comme... Elle s'est encore arrêtée. Je les laissais finir chacun d'eux. Je les ai laissés atterrir et s'installer. Et puis j'ai dit, quand tu m'as demandé la robe, ça avait déjà commencé? Elle a regardé ses mains. Oriane. Elle n'a pas répondu. C'est ce que je pensais, j'ai dit. Je me suis levée. J'ai pris la housse derrière sa porte. Elle était plus lourde que dans mon souvenir, ou peut-être j'étais juste plus fatiguée. J'ai marché vers sa porte d'entrée. Elle a dit mon nom une fois. Je ne me suis pas retournée. Théo est rentré à 16 heures. J'étais assise à la table de la cuisine. Les captures d'écran étaient là, imprimées sur papier, c'était l'idée de Samira. Elle avait conduit jusqu'à son cabinet et les avait imprimées pendant que j'étais chez Oriane. Ne fais pas ça sur un téléphone, elle avait dit. Mets ça sur papier. Rends-le réel pour lui. 22 pages, face visible, étalées sur la table en grille. Notre table de cuisine,
où on mangeait le soir, où je payais les factures le dimanche, où il m'avait demandé un mariage sans grand geste, et juste son visage et la question. Il est entré par le garage. Il a vu la table avant de voir mon visage. Quelque chose a traversé son expression, pas la culpabilité telle qu'on imaginerait qu'elle ressemble, quelque chose de plus contrôlé que ça. Il s'est assis en face de moi. Il était calme. Il est toujours, toujours calme. Je sais que ça a l'air mauvais, il a commencé. Ne fais pas ça, j'ai dit, juste ces 4 mots. Il a essayé quand même, parce que c'est un homme qui a toujours su parler pour sortir des situations difficiles. Le mariage était devenu un partenariat, il a dit. Il se sentait invisible, il ne savait pas comment le dire. Il ne défendait pas ce qu'il avait fait, il a dit. Et puis il a défendu tout ce qu'il avait fait, phrase par phrase, dans le langage particulier de quelqu'un qui a répété la sincérité. Je l'ai laissé parler un moment, et puis j'ai posé mon doigt sur une des photos. Ton alliance est dans 2 de ces photos, j'ai dit. Il s'est arrêté. Tu portais ton alliance, Théo, dans les 2. Tu n'étais pas confus, tu n'étais pas perdu, tu n'étais pas un homme qui a fait un mauvais choix qu'il regrettait. Tu mettais ton alliance tous les matins, et tu allais chez elle, et tu rentrais à la maison, et tu accrochais tes clés, et tu me demandais comment s'était passée ma journée. Il n'avait pas de réponse préparée pour ça. Pour la première fois de toute la conversation, il y a eu un silence qui lui appartenait. J'ai besoin que tu partes ce soir, j'ai dit. On peut se parler demain? On peut juste... Je demanderai à Samira de te contacter pour les prochaines étapes. Il s'est levé. Il a pris ses clés. Il s'est arrêté à la porte comme les gens le font quand ils espèrent que tu vas les rappeler. Tu ne pleures même pas, il a dit. Je ne savais sincèrement pas si c'était une observation ou une accusation. Je l'ai regardé un moment. J'ai pleuré dans la voiture en revenant de chez Oriane, j'ai dit. Tu n'étais pas là non plus pour ça. Il est parti. La porte s'est fermée. La maison était très silencieuse. Je suis restée à table un long moment. Et puis, je me suis levée. J'ai porté les 22 pages imprimées jusqu'au bac de tri jaune dans l'entrée. J'ai lavé ma tasse de café du matin. Et j'ai envoyé un SMS à Samira en 3 mots. Il est parti. Viens. Elle était là en 18 minutes. Les jours qui ont suivi avaient une texture particulière que je n'avais pas anticipée. J'avais attendu la douleur, le genre vif et bruyant. Ce que j'ai eu à la place était quelque chose de plus silencieux et de plus désorientant. Une sorte de platitude. Comme si le volume sur tout avait été baissé de 3 crans et que je me déplaçais dans ma propre maison, mes propres matins, mon propre reflet dans le miroir de la salle de bain, légèrement à distance de tout ça. J'attrapais mon téléphone par réflexe, et puis je me rappelais qu'il n'y avait personne que j'avais envie d'appeler. Je commençais à envoyer un SMS à Théo pour quelque chose de banal. Un truc à ramener des courses, un rappel pour le contrôle technique, et puis je posais le téléphone sur le plan de travail, et je restais là un moment à regarder dans le vide. Le deuil fait ça. Même quand ce qu'on pleure s'avère ne pas avoir été réel, on pleure quand même la version à laquelle on croyait. On pleure le mardi soir dans sa propre cuisine, et l'homme qui vous regardait de l'autre côté du plan de travail. On pleure l'histoire dans laquelle on vivait. Même quand cette histoire était un mensonge, elle était à soi. On avait construit ses matins autour d'elle. Samira est restée avec moi 3 nuits. Elle dormait dans la chambre d'amis et préparait le café avant que je sois réveillée, et ne me demandait pas comment je me sentais. Elle me tendait juste des choses. Un café, un verre d'eau, le nom d'une avocate en droit de la famille en qui elle avait confiance. Elle est quelqu'un qui exprime l'amour par la logistique, et je n'ai jamais été aussi reconnaissante de rien de toute ma vie. Le 4e matin, elle s'est assise en face de moi à la table de la cuisine. La même table, les mêmes chaises, et elle a dit « Il faut que je te dise quelque chose que j'aurais dû te dire il y a longtemps. » Je l'ai regardée. Je savais que quelque chose n'allait pas avec lui, elle a dit. Je ne savais pas quoi. Je n'avais rien de précis, mais je savais. Et je me suis convaincue que ce n'était pas ma place de le dire sans preuve,
Et Elle s'est arrêtée. Je suis désolée. J'aurais dû trouver un moyen de le dire. J'y ai réfléchi un moment. À ce que j'aurais fait si elle l'avait dit. À la version de moi d'il y a 2 ans, qui était tellement soulagée d'avoir été choisie, tellement reconnaissante pour l'homme qui retenait ce qu'elle lui disait et le ramenait plus tard. Je ne sais pas si je t'aurais écouté, j'ai dit honnêtement. Elle a hoché la tête. Ça suffisait pour toutes les deux. Ce qui est venu ensuite était quelque chose que je n'avais pas anticipé et que j'appelle la campagne. Je l'appelle comme ça parce que c'est ce que c'était, organisé, stratégique, se déployant par phases. Ça a commencé environ 1 semaine après que Théo a quitté la maison. Mon téléphone a commencé à recevoir des messages de membres de ma famille que je n'avais pas eu de nouvelles depuis des mois. Ma mère a appelé un mardi après-midi avec un ton dans la voix que je reconnaissais depuis l'enfance. Le ton qu'elle utilisait quand elle relayait des informations qu'Oriane lui avait données et qu'elle n'avait pas encore questionnées. Je veux juste comprendre ce qui s'est passé, elle a dit. Oriane dit que tu as trouvé des photos et que tu as juste réagi, sans donner à Théo la chance de s'expliquer. Je suis restée avec cette phrase longtemps après qu'on a raccroché. Réagi. Comme si ce que j'avais fait était irrationnel. Comme si 22 photos sur un compte secret étaient quelque chose qu'on interprète mal avec la tête plus froide. Une femme que je connaissais depuis que j'avais 9 ans, une amie de la famille, quelqu'un qui était à mon mariage, m'a envoyé un message disant qu'elle avait entendu que je traversais une période difficile et qu'elle espérait que je me rappellerais que le mariage demandait de la grâce des 2 côtés. Théo, apparemment, lui avait parlé. Il lui avait raconté sa version de l'histoire. Un mariage qui s'était défait, 2 personnes qui s'étaient éloignées, une situation compliquée. La version où personne n'est le méchant. La version où je suis une femme qui a surréagi à quelque chose de nuancé. Je n'ai répondu à rien. J'ai sauvegardé chaque message. Le conseil de Samira était simple. Documente tout et ne dis rien publiquement. Laisse-les construire l'histoire qu'ils veulent. Elle ne tiendra pas. Elle avait raison. Mais savoir qu'elle avait raison ne rendait pas moins douloureux de regarder des gens que je connaissais depuis des années absorber une version de ma vie à laquelle on ne m'avait pas demandé de contribuer. Il y a une solitude particulière dans ça. Regarder le récit de ta propre expérience, être assemblé par des gens qui n'étaient pas là, et savoir que si tu le contestes, tu auras l'air d'être le problème. Alors je n'ai pas contesté. Je suis allée au travail. Je me suis assise dans mon bureau, et j'ai fait mon travail. Et j'étais bonne à ce travail, comme je l'avais toujours été, avec précision, avec fiabilité, sans faire de vagues. Mon équipe ne savait pas ce qui se passait. Mon manager ne savait pas. J'étais la personne qu'ils avaient toujours connue, et pendant 8 heures par jour, c'était quelque chose qui ressemblait à une grâce. Voilà à quoi ressemblait ma vie pendant ces semaines, la partie dont personne dans la campagne ne parlait. Je me réveillais à 6h15 chaque matin. Je préparais le café dans la cafetière italienne que Théo avait toujours dit qu'elle faisait trop de dégâts. Je le buvais debout, à la fenêtre de la cuisine, en regardant la cour intérieure de notre immeuble de la Croix-Rousse, qui commençait à devenir grise et dépouillée, comme les cours intérieures lyonnaises en octobre, sous le brouillard du Rhône, les platanes du quai perdant leurs feuilles en silence. Je conduisais jusqu'au bureau avec la radio éteinte. Je mangeais à mon bureau. Je rentrais. Je cuisinais quelque chose de simple. Je lisais. Je dormais. Ce n'était pas une vie brisée. Je veux être claire là-dessus. C'était silencieux d'une manière qui avait, sous le deuil, quelque chose qui ressemblait presque à du soulagement. Je ne performais rien. Il n'y avait personne dans la maison pour qui je devais gérer mes réactions. Personne que je devais mettre à l'aise. Je pouvais être fatiguée quand j'étais fatiguée, et silencieuse quand je voulais le silence, et ça ne me coûtait rien. Un soir, j'étais assise sur le balcon avec un verre de vin, et je me suis retrouvée à penser « C'est la première fois depuis 2 ans que je me suis assise ici, sans calculer si lui aurait voulu être là. » Et cette pensée s'est posée dans ma poitrine d'une manière compliquée, à moitié perte, à moitié quelque chose pour lequel je n'avais pas encore de mots.
J'ai failli appeler Oriane ce soir-là. Mon pouce a vraiment survolé son nom. Pas parce que j'avais quoi que ce soit à dire, juste parce qu'elle était la personne que j'aurais appelée. Elle était, depuis 30 ans, la personne que j'aurais appelée. Et je n'avais pas encore complètement intégré le fait qu'elle était la raison pour laquelle je n'avais rien à dire. J'ai posé le téléphone. J'ai fini le vin. Je suis rentrée. La lettre est arrivée un jeudi, pas une lettre de l'avocat de Théo. Samira m'avait déjà préparé à ce à quoi ça ressemblerait, et ça n'était pas encore arrivé. C'était autre chose. Une enveloppe personnelle, adresse manuscrite, mon nom en lettres capitales soignées. L'adresse de retour était celle d'un cabinet juridique que je ne reconnaissais pas, à Villeurbanne. Je l'ai ramassée sur le paillasson de la porte et je suis restée dans l'encadrement à la regarder un long moment. Puis je suis entrée et je l'ai posée sur le plan de travail de la cuisine et je me suis forcée à finir le verre d'eau que j'avais versé avant d'aller chercher le courrier. Je me suis tenue au plan de travail et j'ai bu l'eau lentement et j'ai regardé l'enveloppe. Je ne l'ai pas ouverte ce soir-là. Je ne suis pas sûre de pouvoir expliquer complètement pourquoi. Ce n'était pas exactement de la peur. C'était plutôt que j'avais une sensation, pas une sensation précise, juste une qualité de sensation, que ce qui se trouvait à l'intérieur allait exiger quelque chose de moi que je n'étais pas prête à donner à 21h un jeudi, avec mes chaussures encore aux pieds et mon manteau encore fermé. Je l'ai mise sur la table de nuit. J'ai dormi, ou quelque chose qui ressemblait à dormir. Le matin, j'ai préparé le café. Je me suis assise à la table de la cuisine. J'ai appelé Samira. Quelque chose est arrivé, j'ai dit. Une lettre. D'un cabinet juridique à Villeurbanne. Un silence. Quel cabinet? Je lui ai lu le nom. Un autre silence, plus long. Ouvre-la, elle a dit. Je reste en ligne. Je l'ai ouverte. C'était 3 pages, imprimées sur papier à en-tête officielle, un langage formel que mon cerveau a dû ralentir pour traiter. Mais la substance, ce qui se trouvait sous le langage, s'est assemblé dans ma compréhension lentement, et puis tout d'un coup, comme certaines vérités le font. C'était un notaire. Ça concernait mon père. Mon père, qui était mort 14 mois plus tôt d'un arrêt cardiaque sur une aire de repos sur la 7, près de Valence, dans sa cabine, seul comme il avait été seul la plupart de sa vie professionnelle. Mon père, qui avait été absent plus souvent qu'il n'était là, pendant toute mon enfance, et qui avait raté mon audition de chorale, et que j'avais aimé de cette manière précise et compliquée qu'on a d'aimer quelqu'un qui n'a jamais été vraiment présent. Mon père, que j'avais pleuré en silence et sans cérémonie, parce que c'était la seule façon que je connaissais de pleurer. Il avait une assurance vie, une importante, et il m'avait désignée comme unique bénéficiaire, pas ma mère, pas Oriane, moi. Samira était silencieuse à l'autre bout du fil. « Héloïse, elle a dit finalement avec précaution. C'est combien? Je lui ai dit le chiffre. Elle a été silencieuse encore un moment. Il t'a vu, elle a dit. Juste ça. Pas félicitations. Pas c'est une somme qui change une vie. Juste il t'a vu. Et c'était cette phrase qui m'a finalement ouverte en deux. Pas la trahison, pas les photos, pas la campagne, pas rien de tout ça. Cette phrase-là. Parce que j'avais passé 34 ans à croire que mon père ne faisait pas attention. J'avais construit toute mon identité autour du fait que personne ne faisait attention. Alors il valait mieux que je prenne soin de moi-même, parce que personne d'autre n'allait le faire. Et il avait regardé tout le long, silencieusement, à distance, dans le seul langage qu'il savait utiliser. Je me suis assise à ma table de cuisine, et j'ai mis mon visage dans mes mains, et j'ai pleuré d'une façon que je n'avais pas pleuré depuis mes 11 ans, debout dans une salle de bain d'hôtel à Annecy, en fermant 31 boutons toute seule. Samira est restée en ligne et n'a pas dit un mot. Elle n'en avait pas besoin. S'il y a un moment dans toute cette histoire que je veux que tu gardes, juste une seconde avant que je continue, c'est celui-ci. Le moment où j'ai découvert que quelqu'un m'avait vu clairement, silencieusement, toute ma vie, et avait fait la seule chose qu'il pouvait imaginer pour le dire.
Appuie sur le bouton like si ça a atterri quelque part de réel pour toi, et abonne-toi pour être là pour la suite. Parce que ce que j'ai fait avec cette lettre a tout changé. Je veux te dire ce que j'ai fait en premier, avant de rappeler le notaire, avant de parler à Samira des prochaines étapes, avant que la machinerie pratique de tout ça ne commence à tourner. Je suis allée dans mon armoire et j'ai sorti la robe de mariée dans sa housse et je l'ai allongée sur le lit. J'ai ouvert la fermeture éclair lentement. Je l'ai regardée longtemps, le satin ivoire, le buste ajusté, les 31 boutons dans le dos. J'ai pensé à mon père. J'ai pensé au fait qu'il avait souscrit un contrat et désigné une bénéficiaire et payé les primes pendant des années, en silence, sans le dire à personne, sans s'en servir comme levier ou comme monnaie ou comme une histoire qu'il aurait le droit de raconter sur lui-même. Il l'avait juste fait. Comme j'avais toujours fait les choses, en silence et sans tambour ni trompette, et sans aucune garantie que qui que ce soit le remarquerait. J'ai refermé la housse. Je l'ai remise sur l'étagère du haut de l'armoire. Et j'ai pris une décision que je veux te raconter, parce que c'est la décision dont tout le reste est venu. Je n'allais pas laisser cet argent être ce qui me sauvait. J'allais être ce qui me sauvait. L'argent allait être ce qui me donnerait l'espace pour le faire. Il y a une différence. Il m'a fallu environ 45 minutes à la table de la cuisine, avec un bloc-notes, pour comprendre ce qu'était cette différence. Et une fois que je l'avais compris, je n'en ai plus douté. Samira est venue ce soir-là avec des barquettes de traiteur et son bloc-notes juridique jaune et le nom de l'avocate en droit de la famille en qui elle avait confiance. On s'est assise à la table de la cuisine. On était toujours à cette table de cuisine. Elle était devenue la salle de guerre, l'endroit où je reconstituais ma vie pièce par pièce. Et elle m'a guidée à travers ce à quoi les prochaines semaines allaient ressembler. L'avocate, l'état des lieux patrimonial, l'appartement, qui était au nom de nous deux, mais vers lequel j'avais davantage contribué grâce à un apport personnel constitué sur 7 ans d'économie et que je voulais garder, le compte épargne commun, que Samira avait déjà identifié comme quelque chose que je devais surveiller parce qu'elle avait une intuition à ce sujet. Elle avait raison sur l'intuition. Quand j'ai finalement eu accès au tableau financier complet, un tableau que j'avais fait confiance à Théo pour gérer parce qu'il était dans l'immobilier, celui qui comprenait les mouvements d'argent, ou du moins c'est ce que je m'étais dit, j'ai découvert que le compte épargne commun avait été vidé de presque 30% au cours de l'année précédente. Des petits virements, irréguliers, espacés d'une façon qui n'aurait pas déclenché d'alarme. Rien de dramatique au point d'être remarqué si on ne regardait pas. Je n'avais pas regardé. Je me suis assise avec cette information pendant une soirée et j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas attendu. Pas plus de colère, mais une sorte de clarté. Parce que ça répondait à la question que j'avais silencieusement tournée et retournée depuis le samedi matin au bord de mon lit. La question n'était pas juste quand ça avait commencé ou depuis combien de temps il savait. La question était qui était-il réellement? Et la réponse s'assemblait maintenant avec la précision froide d'un document. Un homme qui faisait des plans parallèles. Un homme qui avait toujours eu un compte de côté pour sa vraie vie, gardé séparé de celui que j'étais autorisée à voir. J'en avais fini d'être le compte qu'il gardait séparé. L'appel d'Oriane est arrivé un mardi, 11 jours après que j'avais quitté son appartement avec la housse. Je ne l'avais pas appelée. Je n'avais pas répondu aux 2 SMS qu'elle avait envoyés la première semaine. Des SMS mesurés, prudents, qui n'étaient ni tout à fait des excuses, ni tout à fait pas. Je les avais lus, et j'avais posé le téléphone, et j'étais retournée à ce que je faisais, parce que j'avais appris pendant ces 11 jours que je n'avais pas à répondre à tout ce qui arrivait, juste parce que ça arrivait. Elle a appelé à 19 heures. J'ai failli ne pas répondre. Puis j'ai répondu, parce que je suis toujours, sous tout le reste, la femme qui décroche. Sa voix était différente de la dernière fois. La maîtrise avait disparu. Elle semblait dépouillée, plus petite. Il a rompu, elle a dit. Théo, le compte est supprimé, il l'a effacé, et il m'a dit que c'était pas quelque chose qu'il voulait continuer. Je n'ai rien dit. Maxence a su, elle a dit. Quelqu'un lui a dit, je sais pas qui. Et il est parti.
Il a juste... Il a fait un sac, et il est parti, et je... Sa voix a légèrement craqué. Je sais que j'ai pas le droit de t'appeler. Je sais ça. Mais je n'ai personne d'autre. Je me suis tenue dans ma cuisine en tenant le téléphone, et j'ai regardé par la fenêtre la cour intérieure de l'immeuble, les platanes dépouillés de la Croix-Rousse sous le ciel gris de novembre, et j'ai pensé à 30 ans. J'ai pensé à la fille qui dormait dans le lit en face du mien dans notre chambre partagée à Villeurbanne. J'ai pensé à avoir conduit 40 minutes jusqu'à une boutique du Vieux Lyon quand elle avait 19 ans pour payer une robe qu'elle avait volée et convaincre la gérante de ne pas porter plainte et ne jamais en parler à notre mère. J'ai pensé à toutes les fois où j'avais absorbé les conséquences de ces choix parce que c'était plus facile que de la regarder les affronter. Je sais que tu es désolée, j'ai dit. Je crois que tu l'es vraiment. Héloïse. Ça ne change rien encore, j'ai dit. J'ai besoin que tu comprennes ça. Je ne raccroche pas parce que je te déteste. Je raccroche parce que je n'ai plus rien à donner en ce moment. Et pour une fois dans ma vie, je ne vais pas donner ce que je n'ai pas. J'ai raccroché. Je suis restée dans la cuisine un long moment. Puis je suis allée au plan de travail et j'ai écrit 3 choses sur le bloc-notes que je gardais maintenant là en permanence. Ce que je sais, ce dont j'ai besoin, ce que je ne ferai pas. Sous ce que je ne ferai pas, j'ai écrit couvrir qui que ce soit, faire semblant d'aller bien quand ce n'est pas le cas, donner depuis le vide. J'ai regardé cette liste un moment, puis je l'ai arrachée du bloc, je l'ai pliée en 3 parts exactes et je l'ai mise dans la poche de mon manteau. Et j'ai porté ce manteau pendant les 2 semaines suivantes, et chaque fois que je mettais la main dans la poche, je sentais le papier plié et je me rappelais ce que j'avais écrit. La préparation a pris 9 jours. L'avocate de Samira, une femme qui s'appelait Patricia Osset, 53 ans, avec des lunettes de lecture qu'elle portait sur une chaîne et une poignée de main qui communiquait qu'elle avait tout entendu avant et que rien ne l'impressionnait, m'a guidée à travers le processus avec une rigueur qui avait quelque chose de presque maternel. Elle n'était pas chaleureuse d'une manière douce, elle était chaleureuse de la manière dont une très bonne structure est chaleureuse. On se sent en sécurité à l'intérieur, même quand le temps est mauvais dehors. Patricia avait une information qui recontextualisait tout. Pendant la procédure de découverte financière, elle avait trouvé que Théo avait ouvert un compte personnel secondaire 18 mois plus tôt, 6 mois avant que les captures d'écran de Samira puissent le placer avec Oriane. Ce qui signifiait que la séparation financière était venue en premier, ce qui signifiait qu'il planifiait une version de sa sortie bien avant qu'Oriane fasse partie du tableau. Oriane, en définitive, n'était pas la cause de l'effondrement du mariage. Elle était l'endroit où il était allé une fois qu'il avait déjà décidé de partir. Je me suis assise avec ça dans le bureau de Patricia un moment, et puis j'ai dit « Est-ce que ça rend les choses meilleures ou pires ?» Patricia m'a regardé par-dessus ses lunettes de lecture. « Ça les rend exactes, » elle a dit. « La question de savoir si c'est mieux, c'est votre rayon. » J'ai décidé que ça rendait les choses plus claires. Il y a une version du deuil qui est plus facile quand on comprend l'architecture de ce qui s'est passé, quand on peut voir qu'on n'était simplement pas suffisante, mais que la décision avait été prise avant qu'on ait eu la chance d'être quoi que ce soit du tout. La veille de la séance de médiation formelle, parce que Théo avait accepté la médiation plutôt que la procédure contentieuse, ce que Patricia a dit être le bon choix pour tout le monde, j'étais assise sur le balcon avec Samira. Il faisait assez froid pour qu'on ait des plaids. Elle avait apporté un thermos de café, et elle en a versé dans 2 tasses, et on était là dans le noir, et aucune de nous deux n'a rien dit pendant un moment. « Tu es prête ?» elle a dit finalement. « Je ne crois pas que prête soit le bon mot, » j'ai dit. « Je suis préparée. C'est différent. » Elle a hoché la tête. « Mon père m'a préparée, » j'ai dit. Je ne savais pas exactement pourquoi je l'ai dit à ce moment précis, mais ça semblait vrai d'une façon qui devait être dite à voix haute. Il savait juste pas qu'il le faisait. Samira m'a regardée. Il savait, elle a dit. J'ai conduit jusqu'au cabinet de médiation le lendemain matin seule. Patricia m'attendait dans le hall d'entrée. L'immeuble était dans la presqu'île,
vert et lignes nettes, le genre de bâtiment conçu pour paraître neutre. J'y étais passé des centaines de fois en allant au travail sans jamais le remarquer. Maintenant j'étais devant, et je pensais à la dernière fois que j'avais fait quelque chose d'aussi difficile seule, et je pensais à une salle de bain d'hôtel à Annecy, et à 31 boutons en satin, et je me suis dit, j'ai déjà fait des choses difficiles seule. Je sais comment ça fonctionne. Je suis entrée. Théo était déjà dans la salle de réunion quand Patricia et moi sommes arrivés. Il portait un pull col zippé gris en maille fine et un jean foncé, décontracté mais composé. Son avocat était un homme que je ne reconnaissais pas, jeune, avec un ordinateur ouvert devant lui. Théo a levé les yeux quand je suis entrée. Quelque chose a traversé son visage que je n'arrivais pas tout à fait à nommer. Pas de la culpabilité, pas du remords. Quelque chose qui ressemblait davantage à de la surprise, comme s'il n'avait genuinement pas attendu que j'aie l'air comme j'avais l'air. Je me suis assise en face de lui, et j'ai posé les mains sur la table, et je l'ai regardé directement, de la façon dont Samira m'avait appris à regarder les choses que je devais comprendre clairement. La médiatrice était une femme qui s'appelait Sandra, la fin de la quarantaine, les cheveux poivre et sel, la neutralité exercée de quelqu'un qui avait été assis dans cette salle à travers des centaines de versions de cette histoire précise. Elle a ouvert en expliquant le processus, les objectifs, la structure. J'ai écouté chaque mot. L'avocat de Théo a ouvert leur position. C'était, comme Patricia l'avait prédit, la version où Théo était un homme qui avait fait des erreurs dans un mariage déjà fragilisé. Ils ont reconnu le compte financier. Ils le devaient. La découverte l'avait déjà mis en surface. Et l'ont recadré comme Théo faisant preuve de prudence financière pendant une période d'incertitude personnelle. Ils n'ont pas mentionné Oriane par son nom. Ils n'ont pas mentionné le compte Instagram. Ils allaient essayer de négocier ça comme une dissolution simple, avec partage équitable des actifs, ce qui aurait été une approche très raisonnable si j'avais été un autre genre de personne, avec un autre genre d'avocate. Patricia les a laissés finir. Elle a la patience de quelqu'un qui a eu raison tellement de fois qu'elle n'a plus besoin de se presser. Puis, elle a ouvert son dossier. La documentation du compte secondaire. La chronologie des virements par rapport à la date de création du compte Instagram. Un résumé financier qui montrait, avec la clarté précise des chiffres, que Théo avait déplacé de l'argent pendant 18 mois, commençant avant que la relation avec Oriane soit établie, continuant à travers elle, et s'accélérant dans les 2 mois avant que je trouve les photos. Ce n'était pas un homme exerçant une prudence financière. C'était un homme en train de construire une voie de sortie. Sandra a regardé les documents. Elle les a regardés longtemps. L'avocat de Théo s'est penché et a dit quelque chose doucement à Théo. La mâchoire de Théo s'est légèrement contractée. Juste un peu. Juste assez. Monsieur Garnier, a dit Sandra, avec le temps mesuré de quelqu'un qui choisit ses mots avec précision. Je voudrais faire une pause de 10 minutes avant de continuer. Pendant la pause, Patricia s'est penchée vers moi et a dit doucement. Il ne savait pas pour la chronologie financière. Son avocat n'avait pas le tableau complet. Est-ce que ça change notre position ? J'ai demandé. Non, elle a dit. Ça change la sienne. Quand Théo est revenu dans la salle après la pause, quelque chose avait changé en lui. La maîtrise était toujours là. Elle est toujours là, c'est ce qu'il porte comme un outil. Mais elle était plus mince. Comme un manteau porté trop de saison qui commence à montrer la structure en dessous. Et dans ce moment, pour la première fois dans tout le processus, j'ai vu quelque chose en lui qui m'a coûté quelque chose de voir. Pas l'homme charmant du barbecue, pas le calculateur de notre table de cuisine. Quelque chose de plus petit et de plus ordinaire. Une personne qui avait eu peur de quelque chose, du calme, de l'ordinaire, d'une vie qui ne performait pas comme il en avait besoin, et qui avait fait une série de choix terribles depuis cette peur, sans jamais nommer la peur, même à lui-même. Je l'ai compris dans ce moment. Je ne l'ai pas pardonné. Mais je l'ai compris. Il m'a regardé de l'autre côté de la table, et j'ai soutenu son regard exactement le temps qu'il fallait pour lui communiquer que je n'étais plus en colère.
J'étais quelque chose au-delà de la colère. J'avais fini. Je voudrais qu'on continue, j'ai dit à Sandra. Et on a continué. Je n'ai pas fait de discours, je n'en avais pas besoin. Je suis sortie de cet immeuble dans l'air de novembre, et je me suis arrêtée sur le trottoir un moment, avec les mains dans les poches de mon manteau, et j'ai senti le papier plier, ce que je sais, ce dont j'ai besoin, ce que je ne ferai pas. Et je suis restée là à respirer l'air froid, et je ne me suis pas sentie victorieuse. Je veux être honnête là-dessus. Il y a une version de cette histoire où la femme sort de la salle et lève le poing, et tout est net et lumineux et résolu. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est que je me suis arrêtée sur un trottoir de la presqu'île, en ressentant l'épuisement précis de quelqu'un qui a porté quelque chose de très lourd, pendant très longtemps, et à qui on vient enfin de permettre de le poser. Pas de triomphe, du relâchement. Ce sont des choses différentes, et la différence compte. Patricia est sortie derrière moi et m'a serré la main avec cette chaleur structurée et ferme qui lui appartient. Vous avez bien fait, elle a dit. J'ai eu de l'aide, j'ai dit. Elle m'a regardé par-dessus ses lunettes qu'elle avait remontées sur le front. Vous avez eu de l'aide, elle a confirmé. Et vous avez su quoi en faire. Cette partie-là, c'était la vôtre.